Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. À tout de suite. Il s'appelait Victory, Jennifer, Princess, Thelma, Rema, Cindy, Rémi. Ils avaient entre 9 et 12 ans, élèves à la Mother Francisca Memorial College de Kumba dans le sud-ouest. Ils ont été brutalement arrachés à la vie ce week-end dans l'enceinte de leur établissement. Les balles des terroristes ont été sans pitié pour ces enfants dont les parents ont voulu faire valoir un droit fondamental, le droit à l'éducation. 6 samedi, 1 ce dimanche, ce qui porte à 7 le nombre de victimes décédées, 13 blessés, dont 12 entre la vie et la mort dans les formations sanitaires du sud-ouest. Question ce soir, l'horreur jusqu'où dans le nord-ouest et le sud-ouest? Comment expliquer la barbarie, l'horreur, jusqu'à quand? Comment mettre fin à la peur et à la violence dans ces régions? Question au professeur Vincent Toudaï-Bodé, géostratège, et Mola Léonard Koulou, politologue, enseignant à l'université de Tchang. Benen Boumagana, rédacteur en chef à la CRTV, est en posture de co-intervieweur dans cette édition de Scène de presse. Messieurs, bonsoir. Alors, professeur, 7 enfants tués, 13 blessés, dont 12 grièvement entre la vie et la mort au moment où nous parlons. Est-ce une recrudescence de la violence aveugle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et particulièrement dans celle du sud-ouest? Pour dire les choses d'un point de vue de la science, on ne peut pas dire que c'est une recrudescence, on peut dire que c'est une radicalisation parce que lorsque vous observez la somme des actes de l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y en a de temps à autre, mais on n'en parle pas beaucoup parce que la gravité n'atteint pas ce niveau, mais aussi il y en a de temps à autre que les forces de sécurité arrivent à empêcher. Vous savez que dans le même pourtour de la même école, il y a quelques mois, il y a eu une prise d'otage. Je crois donc qu'on peut dire que cette fois-ci, ils n'ont pas voulu prendre des otages parce qu'ils redoutaient peut-être qu'on les que les forces interviennent avant qu'ils aient exigé les rançons. Ils ont décidé d'ouvrir le feu sur place. Donc, de manière générale, je pense qu'on parlerait beaucoup plus d'une radicalisation que d'une montée en puissance en tant que telle. Alors, Mola Léonard Koulou, comment vous expliquez cet acte qui relève des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre dans une situation où deux armées s'opposent? Bon, de mon point de vue, je me dis que c'est un pas surprenant. Surprenant parce que ça fait quelque temps on essaie un peu d'observer ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et quelque part, on essayait un peu d'avertir surtout la population, nos proches, parce que de temps en temps, on attend des menaces, il y a des appels de gauche à droite. Et on a compris que quelque part, il y a eu défaillance entre, je peux dire, côté de la sécurité humaine. Parce qu'il faut au moins reconnaître que c'est pas facile d'assurer la sécurité dans les zones un peu, disons, civiles, où il est difficile de savoir distinguer entre qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Et quelque part, je me dis, ils ont essayé un peu de faire un coup de force pour chercher encore à faire pression sur l'État
pour que l'État essaie un peu peut-être de revoir ou de céder pour les demandes. Mais je me dis c'est des actes un peu tristes parce qu'il est difficile d'admettre que des gens prétendent vouloir apporter une bonne vie et malheureusement c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre où les droits des uns et des autres, ou ces mêmes populations qu'on espère, qui disent qu'ils veulent aider, sont la population dont ils sont en train de terroriser. Et vraiment, c'est triste, parce que comme je vous parle, à chaque instant, on ne sait pas qui est le prochain victime. Je rappelle que M. Moula Léonard Koulou, politologue, est d'expression anglaise. Justement. Et encore bonsoir. Bonsoir à Léonard. Bonsoir, prof. La question, c'est pourquoi les enfants ? Les enfants sont innocents, ils partent à l'école, ce ne sont pas des adultes, ce ne sont pas les businessmen, comme on va dire. Et on se pose la question que si les assaillants, les terroristes, s'ils vont attaquer à quelqu'un, peut-être que les adultes qui connaissent quelque chose, qui peut-être ont des points de vue, mais les enfants ne connaissent rien. Pourquoi attaquer les enfants, prof ? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on attaque une école et on tue des enfants ? Pourquoi des enfants ? Je crois que les raisons peuvent être simples. Attaquer un enfant ou prendre un enfant en otage a beaucoup plus de valeur ajoutée pour un bandit, pour un criminel, que attaquer un adulte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que, vous savez, cet acte peut être expliqué de plusieurs manières. Ça peut être un message à l'endroit des anciens collaborateurs qui ont cessé de collaborer et sont passés du côté des forces de sécurité et de défense. Ça peut être aussi un message à l'endroit même des dirigeants de l'école, de la même manière que ça peut être un message à l'endroit de l'État, comme venait de dire mon jeune collègue. Donc il y a plusieurs raisons. Mais toujours est-il que, en attaquant les enfants, l'émoi est plus important que si c'était des adultes. Donc ils ont voulu frapper, puisque l'objectif c'était de faire peur. Ils envoient un message pour ceux qui n'ont pas observé leur théorie de ne pas voir une rentrée réussir. Ils ont voulu donc attaquer les enfants pour s'aimer la peur. Vous comprenez donc que c'est des calculs qui ont pour finalité de s'aimer un peu la terreur auprès non seulement des populations qui commencent davantage à collaborer avec les forces de sécurité et dont ils perdent le contrôle, mais aussi auprès des gens qui jusque-là, peut-être, collaboraient avec eux, mais n'acceptent plus collaborer avec eux. Alors, professeur, vous voulez dire que c'est un acte savamment orchestré, bien pensé ? C'est un acte savamment orchestré, planifié, et qui avait pour objectif d'atteindre, si vous voulez, le sentiment national au point le plus crucial. Je crois qu'on le voit aujourd'hui sur tout simplement la base ou la somme des réactions. Ça aurait été les adultes, on n'aurait pas eu les mêmes réactions. Alors, tout le monde est parent, n'est-ce pas ? Donc, tout le monde a un enfant quelque part à l'école. Lorsque ça se passe comme ça, tout le monde se met à la place des parents. Vous comprenez que ça atteint l'émotion au niveau le plus profond de l'être humain. Bon là, Léonard Koulou, vous disiez tantôt qu'au niveau de la sécurité des personnes, il y a un problème réel parce qu'on ne sait pas qui est notre voisin, on ne sait pas d'où ça peut venir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas suffisamment pris la mesure de la menace dont vous parliez il y a quelques instants? D'abord, il faut accepter que pour que la crise dite anglophone ou la crise dans les régions du sud-ouest et nord-ouest commence, l'école a été le point focal. C'est grâce à la fermeture de l'école qu'on a senti véritablement ce problème-là. Et ça fait quelque temps, on se rend donc compte qu'ils sont en train de perdre sur le côté militaire. Et par conséquent, je me dis, ils ont compris que s'ils attaquent les étudiants ou les élèves, ça peut encore freiner les parents à faire retirer les enfants de l'école pour remonter en puissance et mettre donc la pression sur l'État pour que l'État cède.
Et il faut également accepter que la population du nord-ouest et sud-ouest est un peu confuse. Vous voyez des gens qui ne savent pas sur quel pied danser. Parce que pour dire vrai, l'ennemi ne vient pas de loin. C'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos grands frères, c'est nos papas, c'est nos mamans. Et on ne sait pas avec qui on parle. On ne sait pas avec qui nous sommes en train de traiter. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens, par exemple, vous êtes ensemble en journée, mais la nuit, c'est lui qui passe un coup de fil. Et on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et on ne peut pas. C'est impassable qu'on s'est dit l'État peut mettre des forces de sécurité derrière tout un chacun au nord-ouest et sud-ouest. Et on sait qu'il y a plusieurs fronts dont l'État est en train d'essayer d'assurer la sécurité. Bon, il y a cette défaillance, c'est dans la mesure où on ne sent pas véritablement une collaboration entre cette population civile et les autorités. Je peux prendre un cas, par exemple, Kambé. On peut en discuter sur Kambé. Mais je me dis, il y a ce camp relatif parce qu'il y a une sorte de coopération, entente entre la population de Kambé et les autorités. Raison pour laquelle la ville est normale à Kambé. Il n'y a pas les Gostans ou Vimot à Kambé. Mais dans les autres régions, c'est un peu compliqué. Et maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi. Je me dis pourquoi les acteurs politiques, entre guillemets, jouent une politique vraiment terrible. Dans la mesure où on diabolise tout. Il n'y a pas vraiment cette mobilisation ou ce soutien national. Ça, c'est une vérité qu'il faut reconnaître. Quand vous êtes, moi j'étais à Boya, j'ai fait 2 semaines, je suis rentré hier. Mais quand vous êtes là-bas, c'est que vous écoutez les uns et les autres en train de dire, parfois on se demande vraiment où allons-nous. Bon, il n'y a pas une confiance entre la population, entre les acteurs politiques et donc cette population. Donc la question du renseignement se pose donc. Oui, peut-être, parlons de la population. On a vu à Douala, à Mola, à Dedo, on a vu la population s'élever. Là, ils n'avaient pas besoin d'appeler les forces. Eux-mêmes, ils ont dit non. On dit non à Dedo. Mais ce que nous, on ne comprend pas, c'est que c'était bien programmé. Si vous voyez des gens sur les motos habillés d'une façon, avec des armes, dès qu'ils passent là en groupe, il y a d'autres motos taximan, il y a les bensikine, il y a les bayam selam, il y a les gens qui font les call box à côté. Qu'est-ce qui est difficile d'alerter la police ou bien les autres, je vais dire les voisins pour dire que hey, les gens qu'on voit là, ce ne sont pas les vraies personnes, peut-être qu'ils ont un autre agenda. C'est quoi le problème? Parce que là, c'est vrai, c'est la population qui doit se lever pour dire non à certaines choses. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. C'est quoi donc le problème? Le véritable problème, c'est que le terroriste, c'est nous. C'est toujours nous. Je me dis, il est difficile de dénoncer les uns et les autres. Parce qu'on ne sait pas si après ça, les autres ne vont pas retourner contre nous. Entre guillemets. C'est véritablement ça le problème. L'ennemi n'est pas loin de la maison. Si nous prenons par exemple le cas de Boya, tout le monde se connaît à Boya. On sait avec qui vous marchez ou avec qui vous ne marchez pas. Il est donc difficile peut-être de dénoncer un cousin. Ça, c'est une vérité qu'on doit se dire. Et je me dis, le véritable problème, c'est cette conscience nationale. Dans toute société, il y a les fondements. Et tant qu'on ne respecte pas cela, c'est tout le monde qui va mourir. Truman disait, soit nous mourrons ensemble dans la guerre, ou on apprend à vivre ensemble dans la paix. Est-ce que cette population, il n'est pas tant que cette population, d'un côté, accepte d'abord de dénoncer l'ennemi pour préserver d'abord la sécurité et la paix dans les 2 régions-là et le Cameroun? Est-ce qu'il n'est pas temps que les acteurs politiques changent un peu de langage? Sur la question du renseignement dont parle Mola Léonard Koulou, professeur, qu'est-ce qui, comme
Benet le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui explique qu'il y ait cette rupture, on va le dire, ou qu'il n'y ait pas cette complicité? Pourquoi les populations freinent des quatre fers? Pourquoi elles ne donnent pas le renseignement au moment où il faut donner ces renseignements-là? Je crois qu'il peut y avoir plusieurs raisons, mais on ne va pas généraliser. Vous avez quand même vu ces derniers temps que les forces ont fait beaucoup de progrès sur le terrain. On ne peut pas s'imaginer que ces progrès se sont réalisés sans la collaboration de certaines populations. Mais ce qu'il faut aussi dire, pour répondre directement à la question, c'est que c'est une crise qui au début était populaire, puisque les gens savaient ce qu'ils revendiquaient. Maintenant, la crise est devenue progressivement coûteuse et politiquement, les leaders ambazoniens ont perdu sur tous les fronts. Diplomatiquement, personne ne les a reconnus. Militairement, ils ont été défaits. Maintenant, ce qui leur reste et où ils sont encore en train d'être défaits, c'est la collaboration de la population. C'est pour ça que tout à l'heure que j'ai dit que l'une des raisons qui pourrait expliquer les attaques, c'est les sanctions de ceux qu'ils ont perçus. Ils ont cru qu'ils collaboraient déjà. D'ailleurs, vous savez qu'ils ont un nom. Ils éliminent systématiquement ceux qu'ils pensent et qu'ils collaborent avec les forces de défense et de sécurité ou avec les autorités. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que les gens ont globalement peur de dénoncer, mais dans la dynamique de la dénonciation, on va dire ça, de la collaboration avec les forces de sécurité, il y a plutôt une montée en puissance. Sinon, on n'aurait pas atteint les résultats qu'on a sur le terrain actuellement. Mola Léonard, il y a certes les populations, mais il y a également les politiques dont vous parlez. Et tantôt, il y a les hommes politiques, il y a les partis politiques qui sont pour certains devenus des cellules de communication des Ambazoniens. Il y en a qui ne se cachent plus, il n'y a plus d'ambiguïté sur leur relation avec ces terroristes sécessionnistes. Vous savez, sans toutefois citer les noms et peut-être les chaînes, les télés, quand vous êtes par exemple dans les zones anglophones, il y a les médias que certaines personnes aiment regarder, surtout les médias nationaux. Ils regardent parce que sur ces médias, on diabolise le gouvernement. Il faut également accepter cela. Ils disent que, par exemple, rien de bon ne peut venir de ces gouvernements. Et psychologiquement, ça joue sur la mentalité de tout un chacun. Et qui fait en sorte que ce peuple soit un peu confus. Ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Et quelque part, je me pose la question, est-ce qu'il y a un parti politique qui peut négocier l'intégrité territoriale d'un État? C'est faux. Mais par mauvaise foi, on refuse d'accepter qu'il faut d'abord préserver l'intégrité territoriale. Il faut amener nos frères qui sont des extrémistes à comprendre que l'unité nationale, le développement et même la justice dont nous cherchons, on peut toujours retrouver ça à l'intérieur de nos frontières. Mais par contre, on a l'impression que l'État est seul, ou le gouvernement, entre guillemets, est seul. Et ça devient de plus en plus compliqué dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parfois même, nous, quand on essaie un peu d'écrire, même sur les réseaux sociaux, on va vous traiter des vendus, de ce qu'on a acheté. Mais alors que le véritable problème, c'est d'abord les institutions. C'est d'abord l'intégrité territoriale. C'est cette stabilité qui conditionne la paix et le développement. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas évoluer. Mais comme je disais tantôt, mais par mauvaise foi, ce peuple est balancé par tout un chacun qui cherche à tirer profit dans cette crise. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse. Messieurs les journalistes, que vous inspire le drame de Kumba? Réponse dans la rubrique d'édito.
C'est une situation très pathétique. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Jusqu'à maintenant, je suis encore au bureau parce qu'il faut que je suive l'événement des combats. Et quand je cause avec les collègues qui sont là-bas au niveau des combats, l'information qu'on nous donne, le gouvernement a mis en place qu'il faut que les enfants rentrent à l'école. Même notre correspondants qui sont là-bas au niveau du sud-ouest ont dit que tout est prêt. Mais hier, c'est une situation qui, c'est l'âme qui coule seulement dans nous. C'est une situation très, très pathétique et le mot me manque. Très, très malheureux. Nous venons de voir à quel niveau les séparatistes sécessionnistes peuvent aller. D'abord, ils sont dans leur logique de faire en sorte que l'école ne reprenne pas. Ça fait déjà presque 4 ans que ça dure. Pendant ce temps, que des enfants, des élèves et les étudiants kidnappés pour parfois des demandes de rançon, des établissements incendiés, les enseignants parfois décapités, tués. Donc, ils continuent à défier la volonté populaire de laisser les enfants aller à l'école. Nous pensons que c'est une réponse à cette forte mobilisation des Camerounais des 2 régions à envoyer les enfants à l'école. Benin. Merci. Prof, la question qui me dérange un peu, c'est la question de la sécurité. Bon, vous avez dit tantôt que c'était bien planifié, bien programmé. Ce n'est pas quelque chose d'une journée ou bien un matin. Mais est-ce que ça a échappé à la sécurité, aux forces de maintien de l'ordre à combat? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Parce que quand on écoute le prophète dit qu'il y avait la sécurité un peu dans toutes les écoles. Comment est-ce que celui-ci, comment est-ce que ces brigands, ces hommes ont réussi sans, je vais dire, sans l'intelligence les forces des autres, parce qu'on les connaît, on connaît ce que nos amis peuvent faire, on connaît ce qu'ils peuvent faire, on connaît comment ils travaillent. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne peux pas vous dire dans les détails ce qui s'est passé. Je peux vous dire comment peut-être ça a pu échapper. Disons déjà que lorsque nous sommes dans une situation d'insécurité généralisée, comme c'est le cas actuellement, où la collaboration entre les forces de sécurité et de défense et les autorités d'un côté et les populations de l'autre n'est pas au maximum, et où la cause première qui était l'indépendance n'est plus ce qui motive principalement, parce qu'aujourd'hui, il y a les bandes criminelles, il y a des terroristes vrais, mais l'État ne peut pas agir de la même manière. L'objectif principal qui a amené les forces de sécurité à aller là-bas, c'est, comme on le sait nous tous, l'intégrité territoriale. Ce qui est obtenu. Les bandes terroristes et criminels, ceux qui investissent dans la criminalité pour vivre, pendant le moment où il y a eu un relâchement de la pression des pouvoirs publics, se sont donc installés. Et quand ils s'installent comme ça, une bonne partie de la population, au-delà de ceux qui ont purement peur, a intérêt également, puisqu'ils vivent aussi de ça, et commencent donc à collaborer, et peuvent donc aussi cacher ces gens-là. Comme mon collègue disait tout à l'heure, là, le jour où on saura la vérité, vous pouvez vous rendre compte qu'ils sont venus, ils sont partis peut-être à 50 mètres de l'école, c'est-à-dire que les maisons avoisinantes de l'école, c'est là que l'opération a été planifiée. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre aussi pourquoi cette école est constamment la cible. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit, soit qu'on reproche quelque chose aux dirigeants de cette école,
soit qu'on reproche quelque chose aux parents qui ont envoyé les enfants à l'école, soit qu'on voulait tout simplement s'aimer la terreur en tirant de manière aveugle sur des jeunes enfants qui étaient dans les classes. Donc on ne peut pas vous dire avec certitude ce qui s'est passé, mais au moins on peut vous dire qu'il y a eu des fortes complicités. Et ces fortes complicités ont permis à ce que l'action ait lieu. Alors qu'est-ce que cet acte de barbarie peut changer? On sait qu'on était déjà lancé dans une dynamique où les parents avaient accepté de ramener, de remettre leurs enfants, d'inscrire à nouveau leurs enfants dans les écoles. Alors, est-ce que les parents peuvent être brisés dans leur élan? C'est possible. Il faut admettre que les séparatistes, dans leur logique, depuis le commencement, ont toujours cru que s'ils mettent à terre les deux régions du nord-ouest et sud-ouest, par exemple, ils empêchent les gens d'aller à l'école, aller au travail, ça pourra être une possibilité pour eux d'avoir l'indépendance, qui est un très mauvais calcul stratégique. Parce que l'indépendance d'un pays ne peut pas s'acquérir avec les gostans. Et c'était également un moyen de se positionner et utiliser et attirer l'attention de la communauté internationale pour faire comprendre que l'État central du Cameroun est rejeté par ce peuple-là. Bon, aujourd'hui, il faut terroriser les parents pour qu'ils retirent encore les enfants de l'école et pour montrer que c'est eux qui contrôlent. Et de l'autre côté, je vais dire quelque chose. Moi, vraiment, je suis dérangé avec ce qui se passe. Il faut admettre que le rôle de l'Église, dès le départ, a été tellement confus. L'Église n'a pas été honnête. Ça, c'est des vérités que nous devons nous dire, nous-mêmes, si nous voulons vraiment la paix. Dès le début, c'est avec les églises qu'on a fermé les écoles. Et quand ils ont réussi à fermer l'école, les dirigeants étaient à terre. Et aujourd'hui, l'Église cherche à jouer un double rôle. Tendance, il fait semblant de vouloir monter avec le gouvernement. Parfois, il essaie un peu de jouer. Tout ça joue donc le rôle de trahison entre guillemets. Ça, c'est des vérités qu'il faut dire aux gens. L'Église n'a pas été honnête dès le début. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Alors, vous pensez qu'il y a d'un côté les ambitions des terroristes, vous avez dit mettre à terre les régions du nord-ouest et du sud-est en empêchant les enfants d'aller à l'école, mais est-ce que cet acte de barbarie, justement parce que c'est un acte de barbarie, est-ce que ça ne peut pas plutôt créer un électrochoc et que, par exemple, c'est des parents qui hésitaient encore, même par révolte, décident plutôt de vraiment envoyer leurs enfants à l'école? Ça ne peut pas créer un électrochoc? Il est difficile de penser d'un révolte pour le moment, mais je me dis qu'il faut sensibiliser les gens et à les amener à voir la réalité. Ils sont instrumentalisés par des gens qui ne peuvent rien les apporter. Tant qu'on ne construit pas ce message, ça serait très difficile. Parce que les parents sont terrorisés. Ça, c'est une vérité. Au sud-ouest et nord-ouest, on ne sait pas vraiment qui est qui. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais la nuit, les gars vont vous attaquer. Cette collaboration-là, c'est difficile. C'est pour cela que nous demandons, par exemple, une sorte de communauté de sécurité. C'est très important pour les deux régions. Bon, le véritable problème aujourd'hui, je me dis, il faut également accepter que les Ambazoniens sont des enfants. La plupart d'eux n'ont pas fait l'école. Ils sont toujours drogués. Et ça fait en sorte que quand ils sortent vraiment. Vous pouvez voir avec les images comment ils ont utilisé les machettes sur les êtres humains. Ils ne sont pas comme nous. Sur les faits de drogue et qu'on sort, c'est pour terroriser et nous amener à rentrer à la maison. Est-ce que l'Église, dont vous parliez il y a quelques instants, est-ce que l'Église aurait pu faire autrement, professeur? Oui,
Je crois que ce qu'il vient de dire là est vrai. Je l'avais déjà dit il y a peut-être un an. Le rôle de l'Église dans cette crise. Je crois que l'Église est un milieu intellectuel. Et en tant que milieu intellectuel, lorsque vous cherchez à atteindre un objectif, vous-même vous devez faire le pour et le contre. Ce qui est surprenant, c'est que l'Église ait suivi si rapidement les gens qui leur vendaient les illusions. Et elle a tellement laissé durer qu'aujourd'hui elle-même n'arrive plus à récupérer la situation. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire actuellement? Moi, je ne vois pas grand-chose, sinon changer le discours qu'elle avait implémenté au début. Mais lorsqu'elle aura changé ce discours, elle se trouve dans des paradoxes elle-même, parce qu'on va lui poser la question, voici ce que vous nous avez dit. Maintenant, c'est un peu contradictoire. Donc, personnellement, je pense que même l'Église, il faut l'aider à revenir sur le droit chemin. Les seuls qui, de manière globale, ont vraiment joué franche dans l'affaire dès le début, c'est l'État. L'État, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il a toujours défendu l'intérêt général. Ce qu'il continue à faire. C'est d'ailleurs pour cela que ma position dès le début a toujours été que s'il faut organiser une conférence, il faut que c'est l'État qui l'organise. Parce que quand on aura fini de se chamailler, il va regarder quel est l'intérêt collectif. Et puis, on va marcher sur ça. Pour les autres, la société civile, pas seulement l'Église et les associations de droits de l'homme, chacun s'est compromis un peu à un moment ou à un autre. Il faut donc quelqu'un qui va leur tendre la main. C'est d'ailleurs pour cela que, même pour ces jeunes qui luttent drogués, l'État leur a tendu la main en créant ce centre de désarmement. Mais la situation véritable est que les gens vivent dans une sorte de terreur où, à partir du moment où ils ont été déplacés en masse, même pour faire revenir dans ces centres ceux qui sont allés en brousse ou qui sont allés à l'extérieur, ils risquent leur vie entre là où ils sont et là où se trouve le centre de désarmement. Donc ça complique beaucoup de choses du simple fait qu'il n'y a pas un mécanisme d'assurance qui permet d'aller prendre quelqu'un là où il est pour l'amener dans ces centres de désarmement. Moula, est-ce que nous sommes en train de dire qu'on est désespéré, qu'il n'y a rien à faire parce que la population, on ne connaît pas qui est qui? On va continuer comme ça pendant combien de temps? C'est nos enfants qu'on tue, c'est nous-mêmes, nous souffrons. Est-ce que ça ne peut pas aussi pousser la population à essayer je veux dire, chercher à travailler contre ces gens-ci? Est-ce que ça ne peut pas aussi pousser la population de faire quelque chose? Nous ne sommes pas désespérés en tant que tels, mais je me dis quelque part, il faut également accepter qu'on n'a pas vraiment connu la guerre. Si on avait vraiment connu la guerre au Cameroun et surtout dans les deux régions, quelque part, les gens pouvaient se poser la question si il fallait vraiment suivre les sécessionnistes. J'ai été en Somalie. Ce que j'ai vu en Somalie, j'ai pleuré. Et je me suis dit, si ça arrive au Cameroun, les Camerounais vont mourir. On marche avec les armes comme nous marchons avec les téléphones. Et je me dis aujourd'hui qu'il faut plutôt chercher un très bon discours d'union nationale et de pardon. C'est important. Il faut dire que les acteurs politiques et les autres acteurs cherchent à changer le discours. On peut ne pas aimer le régime en place, mais si le Cameroun aujourd'hui tombe, tout le monde va souffrir. C'est vraiment ça. Nous devons voir dans quelle mesure on peut d'abord se réunir et accepter d'abord de préserver les fondamentaux, les institutions de l'État, l'intégrité territoriale. Après ça, nous pouvons discuter sur nos idéologies politiques ou c'est pas quoi. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas ramener ce peuple-là de communier avec nous.
En temps de guerre, je me dis, la façon de communiquer est très importante. Si vous suivez les médias au Cameroun aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Et comme je vous ai dit tantôt, moi j'en ai les amis, les jeunes que je connais, dans les 2 régions du Cameroun. Et il y a plusieurs médias qui essaient de radicaliser les gens chaque jour. Et à les faire croire que même le peu que l'État donne, c'est rien. Et avec ça, ça les pousse. Et c'est un discours dangereux. Et si vous partez par exemple dans les régions aujourd'hui, si vous suivez les réseaux sociaux, ils vont vous dire, on est là parce que c'est le gouvernement là. Ils ne cherchent pas à accepter d'abord que ce qu'ils ont fait est tellement mauvais. Surtout pour les séparatistes. Bon, il faut changer de discours. Et maintenant, je vous propose de faire le point des différentes atteintes à l'école qu'on a déjà enregistrées depuis le début de cette crise. C'est dans ce zooming que nous propose Franck Evina. Les terroristes séparatistes n'ont jamais caché leur aversion pour l'éducation. Au tout début de leur folie meurtrière, ils vont inscrire l'école sur la liste des ennemis jurés. Une haine viscérale qui va s'abattre au fil des ans et sans limite sur toutes les constituantes de l'institution scolaire. Ça a commencé par des incendies, des temples du savoir mis à feu, dans la foulée des mots d'ordre de boycott. Le 15 novembre 2017, une école volera en fumée à Bafoutte, le lycée de Batoké, la Presbyterian High School de Koumba et l'école primaire publique islamique de Marem subiront le même sort en 2019. Le projet chaotique des terroristes sécessionnistes contre l'éducation ne s'arrêtera pas là. La page des incursions armées dans les établissements scolaires va s'ouvrir. Le 5 novembre 2018, dans le Nord-Ouest, 79 élèves seront enlevés, de même que le principal et 2 personnels de la Presbyterian Secondary School de Bamenda. Le 11 mai 2018, des terroristes séparatistes entrent au lycée bilingue de Bafoutte, molestant élèves, enseignants et vandalisant au passage. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2018, le compréhensif collège de Batibo sera à son tour attaqué. Un élément de nos forces de défense tué, 3 élèves blessés. Le 22 janvier 2019, ces miliciens déshumanisés tirent à balles réelles sur les élèves de l'école presbytérienne d'Assiré. 2 blessés graves. Entre-temps, le collège presbytérien d'Onkwen à Bamenda subira aussi un assaut criminel. Alors qu'on croyait la coupe de l'horreur contre la communauté éducative pleine, voilà que vint la page des assassinats. Le 28 avril 2018, des hommes armés font incursion dans une école à Mouyouka et abattent une enseignante enceinte. Dans cet ensauvagement, ils feront subir le pire à Wuntai Vundu Olivier, professeur de lycée, kidnappé, torturé, décapité, la tête jetée à la mobile Nkwen, à Bamenda. Scène effroyable, barbarie incroyable, en plein 21e siècle. Professeur, c'est un décompte assez macabre. Effectivement, c'est macabre et ça confirme ce qu'on a dit. C'est la radicalisation qu'il y a eu plutôt que... Ils ont commencé avec cette affaire de l'école depuis le début. D'ailleurs, ça m'amène à me poser la question de leur lien avec Boko Haram, parce qu'on verra que à un certain niveau, ça devient la même thèse. L'école occidentale, c'est pas bon. Alors, lorsqu'on sait qu'il y a une connexion avec le Biafra, on va se poser la question, est-ce que maintenant, ce n'est pas vers ça qu'ils veulent nous amener? Alors, il y a eu des condamnations unanimes, des condamnations de l'Union européenne, des condamnations de la communauté internationale, l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'ONU. Est-ce qu'on peut, après ce drame-là, est-ce qu'on peut espérer une meilleure collaboration de ces pays amis dans la résolution de cette crise? Au stade actuel, on ne peut pas le dire parce qu'on ne peut pas penser que ces pays ignorent ce qui se passe depuis que la crise a commencé. Mais je crois qu'il y a eu des fixations, chacun en fonction des intérêts qu'il défend et du camp qu'il a choisi. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, comme on l'a dit au début, cette attaque barbare a atteint un niveau émotionnel égal à l'enlèvement des jeunes écoliers au Nigeria. Et donc, il est possible que maintenant, ceux qui soutenaient commencent à avoir honte pour soutenir publiquement, mais pourraient toujours aller barbare derrière pour soutenir. Mais espérons qu'avec ce qui vient de se passer, ça pourrait faire en sorte que les lignes bougent. Parce qu'on sait bien ce qui est
la dispute. Ce n'est pas nos intérêts, c'est leurs intérêts. Voilà, Léonard, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez suivi toutes les condamnations qui viennent de la communauté internationale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que cette communauté internationale ou ces pays qui abritent des sécessionnistes terroristes peuvent aider le Cameroun en rapatriant ces individus-là? Je me dis, depuis que la crise a commencé, après avoir observé, je me suis dit que le Cameroun soit divisé ou pas, les intérêts des pays occidentaux ne sont pas menacés au Cameroun. Et tant que ce n'est pas menacé, c'est difficile qu'ils accompagnent véritablement le Cameroun. On voit avec les séparatistes qui sont en Europe, ils sont à l'aise. Ils utilisent les différents médias pour faire ce qu'ils sont en train de faire pour détruire le Cameroun. Mais on ne voit pas vraiment cette soutien politique ou diplomatique de soi-disant nos amis. Je me dis quelque part que la diplomatie du Cameroun doit changer. Je ne pense pas que si c'était au Rwanda, on pouvait vraiment voir ça. Je ne sais pas ce que nos diplomates font vraiment à l'étranger. Parce qu'il est inadmissible que des Camerounais restent en dehors du pays. Ils sont en train de déstabiliser le pays. Et vraiment, je ne vois pas. Vous souhaitez que notre diplomatie soit plus agressive? Doit être agressive. Ça, je vous dis vraiment ce qui se passe. Moi, ça me dérange énormément. Le droit à l'école est reconnu avec notre constitution, avec les traités internationaux. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, les gens sont pris en otage à cause des intérêts égoïstes. Et comme je disais tantôt, c'est parce que cette population est divisée. Ils ne savent pas vraiment ce qui comptait. Raison pour laquelle même les familles de ceux qui sont en train de faire ce qu'ils font sont ici. Il y a certains d'eux qui sont ici. Que ce soit au sud-ouest, au nord-ouest, à Douala, à Yaoundé, ils sont partout. Et tranquilles, on ne les dérange pas. Mais les autres sont en train de mourir. Bon, je me dis quelque part, l'État doit changer sa stratégie. À l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays. Avec ça, ça pourrait nous apporter quelque chose. Il est temps qu'on mette de la pression sur les séparatistes qui sont à l'étranger. Tant qu'on ne fait pas ça, je ne vois pas la paix revenir. Mettre la pression, c'est faire quoi concrètement? Il y a plusieurs moyens. On peut les suivre. C'est pas ce qu'ils font des moyens peut-être juridiques, même politiques. Les suivre et voir dans quelle mesure. Je ne sais pas si, par exemple, même à travers l'Union africaine, même à travers l'ONU, il y a les résolutions qui amènent les pays à collaborer entre eux. Il y a du terrorisme qui se pratique au Cameroun. Et les Camerounais sont en train de mourir. Bon, il est temps que nous changeons vraiment notre approche vis-à-vis nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sèment la guerre au Cameroun. Mais prof, on dit chez nous que pour gagner une guerre, il faut commencer d'abord. Avant d'appeler de l'aide de l'extérieur, il faut commencer d'abord à la maison. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest? Maintenant, on parle de Kumba. C'est la même chose au nord-ouest et au sud-ouest. Qu'est-ce que la population doit faire? Parce que parmi cette population, il y a des gens qui n'aiment pas ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent vraiment parler. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment? Parce que j'ai vu les gens marcher à Kumba, même le fond, Mouquette, lui aussi, il est sorti. J'ai vu les gens marcher à Kumba. Ça veut dire que quelque part, la population ne veut pas de ces terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils doivent alors faire? Disons que lorsque nous avons affaire à ce type de conflit, l'enjeu majeur, c'est le contrôle de la population. C'est ça que ces sécessionnistes, au début, le gouvernement se disputait. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, il y a moins de sécessionnistes que de bandits, que de terroristes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas le détailler ici pour des raisons que vous pouvez bien imaginer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut rassurer la population en faisant en sorte, si on veut faire parler un langage technique,
en prenant le contrôle du centre de gravité, qui dans ces cas d'espèce, c'est les cœurs des populations. Et je crois que ça a commencé à se faire. Lorsque vous voyez que l'armée se transforme en maître d'école, on soigne tout le monde, on donne à manger à tout le monde, c'est pour se rapprocher de la population et faire comprendre à la population que l'armée, la police ou la gendarmerie ne sont pas là contre les intérêts de cette population. Tout au contraire, c'est pour les sécuriser. Voilà le sens du mouvement des pouvoirs publics. Mais il reste donc cette grande criminalité. Et comme vous le savez, ces zones-là, ça a la frontière avec le Nigeria. Il y a un pan de ce qui se fait, ce qu'il faut faire, qui est dans la coopération bilatérale avec le Nigeria. Et il y a un pan dans le rapprochement des unités de sécurité avec les populations. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau quadrillage. On ne va pas mettre un soldat ou un policier derrière chaque Camerounais, mais il faut que les unités, les gendarmeries, les commissariats soient à un point tel que lorsqu'on appelle ou on donne l'information, dans les 1 minute, il y a intervention. Ça, c'est possible. On va dire rapprocher les forces de sécurité et de défense des populations. Il faut un nouveau quadrillage territorial. D'abord parce que c'est dissuasif pour les bandits. En outre, parce que c'est rassurant pour les populations. Pour le reste, c'est des éléments techniques qu'il faut faire. Bon, vous comprenez que je ne peux pas aller dans tout ça. Et il est temps de le faire, professeur. Prenons la mesure de la violence aveugle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans ce zooming que nous propose Augustin Guizana. Le 21 novembre 2016, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sombraient dans un chaos voulu par des extrémistes basés à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. 22 septembre 2017, les rues de Boya et de Bamenda, ainsi que les autres localités de ces deux régions, grondent. Les soi-disant leaders indépendantistes forment et financent des groupes armés. Des groupes armés qui commencent à semer la terreur au sein des populations. Des assassinats et des incendies criminels s'enchaînent pour faire feu de tout bois. D'abord, des incendies criminels. À Bamenda, le commissariat du 3e arrondissement de la ville, le centre de promotion de la femme et de la famille, le marché central à 2 reprises ont été réduits en cendres. Les séparatistes sont sur la sellette. Des assassinats lâches et barbares, on en a enregistré. 25 policiers tués par balle ou égorgés entre 2016 et 2018. Des chiffres de la Sûreté nationale. Des kidnappings avec demande de rançon, on en a vu. Dans le sud-ouest, l'ancien directeur du DCI Board avait été humilié après son kidnapping. Des centaines d'élèves d'un établissement scolaire de Bamenda, dans le nord-ouest, ont subi le même sort. Vient le tableau sombre des assassinats des civils, dont les plus ignobles sont ceux de Comfort Toumassan dans le sud-ouest, Florence à l'ouest. Que dire de villes mortes? Les populations sont restées cloîtrées chez elles et le sont encore aujourd'hui tous les lundis, cela depuis 4 ans. L'économie dégringole. Une étude de la Mission pour le développement du Nord-Ouest révèle qu'il faudra 1 000 milliards de francs CFA pour reconstruire la seule région du Nord-Ouest. Alors, Moula Léonard, on a parlé tout à l'heure de ce qu'il faut faire sur le plan de la stratégie militaire, mais sur le plan politique, de votre point de vue, que faut-il faire? Que faut-il encore faire? Sur le plan politique, d'abord, il faut commencer avec les élites. Les élites du nord-ouest et du sud-ouest. Dans nos traditions, quand un aîné sort pour parler, on l'écoute. Et quand l'aîné sort, il parle, on ne l'écoute pas, c'est qu'il y a problème. Les élites politiques doivent être honnêtes avec eux-mêmes.
et penser à l'héritage qu'il veut laisser. Et sur ça, changer de discours et se rapprocher véritablement de leur population. C'est d'abord le premier problème. De l'autre côté, toutes les partis politiques, tous ceux qui prétendent véritablement gouverner le Cameroun, doivent mettre de côté les différences idéologiques ou je ne sais pas quoi pour s'approcher de ces populations du nord-ouest et du sud-ouest. Comme je disais tantôt, il est temps qu'ils comprennent. Ils pouvaient détester le régime en place, mais les Camerounais meurent. Et ça n'honore personne. Donc les partis politiques doivent jouer leur rôle. L'Église, de l'autre côté, reste un acteur majeur dans la construction sociale et même politique. On a connu des très mauvais discours, même dans les églises. Et raison pour laquelle vous avez vu à un moment donné, les pasteurs, que ce soit les prêtres, ont été kidnappés, tantôt tués, mais alors qu'au début, c'était d'abord protégé. Quelque part, comme je disais, il y a eu trahison. L'Église doit véritablement jouer son rôle et être honnête. Si vous prenez la plupart des sécessionnistes-là, si vous prenez, vous allez les étudier, ils sortent de quelque part. Ils ont fait des écoles missionnaires. Ils se connaissent très bien. Raison pour laquelle il y a des hommes de Dieu qui voyagent pour les voir, ils communiquent entre eux. Il est temps que l'Église soit honnête avec elle-même et la population. Tant qu'on ne voit pas ça, ça serait vraiment difficile. Ces mêmes populations qui sont terrorisées partent chaque dimanche quand même à l'église. Ils essayent de partir dans les zones où c'est un peu possible. Et Dieu sait. Dans les sermons, il faut passer les bons messages. Il faut passer les bons messages. C'est très important. Tant qu'on ne voit pas ça, ça serait difficile. Raison pour laquelle je parlais de l'union sacrée. Une véritable union sacrée. Où toutes les forces oublient les différences idéologiques, je ne sais pas quoi, pour aider ces populations. On a connu, je ne sais pas, Gabou, nous sommes aujourd'hui avec Kumba, on a connu Moyoka, c'est le début. Ça n'a pas vraiment commencé. Et chaque jour, les gens se radicalisent. Si vous de l'autre côté, ce que je peux ajouter, si vous partez à Boya, comme par exemple j'étais à Boya, dans les centres de DDR, c'est vrai, tous ceux gars qui ont déposé les armes, il est temps que l'État cherche une véritable situation pour eux. La plupart d'eux, vous les voyez marcher partout, et ça donne une image un peu bizarre. Ils sont toujours de temps en temps en train de demander 100 francs, 200 s'ils voient quelqu'un. Je ne pense pas que ça va continuer comme ça. Demain ou après-demain, quand ils penseront que kidnapper une personne peut leur donner quelque chose, ils peuvent retourner là-bas. Et si vous suivez, je ne sais pas s'il faut vraiment parler de ça, mais la plupart d'eux, il y a encore certains qui sont déjà en prison. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Alors, que proposent les journalistes pour ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest? Réponse dans la rubrique édito. Ça, ce n'est pas le but des révélations que les gens ont commencé en 2015. Ça, ce n'était pas le but. Les enfants de 13 ans, 10 ans, 9 ans n'ont rien à faire avec ce qui s'est passé. Les gens sont mal interprétés le cause. Et il faut que, sur le temps que tout le monde met sa main, contribue à sa manière pour voir que la situation, si ça devenait, on met un fin sur ça. Parce que ça affecte tout le monde. C'est le moment pour toutes les forces constructives de notre pays de se rassembler pour résister
à cette volonté de garder nos enfants à la maison, alors que ceux qui sont les commanditaires de ces attaques terroristes envoient les enfants à l'école ailleurs, surtout en Europe et aux États-Unis. C'est notre responsabilité collective de mobiliser les acteurs éducatifs qui sont des parents comme nous, de ne pas tomber dans cette piège de garder les enfants à la maison. C'est notre responsabilité collective de soutenir ces familles endeuillées, de soutenir cette ville qui est dans le choc, comme d'ailleurs tous les Camerounais, de tenir. Nous sommes rassurés par les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette population et ces familles-là sentent la chaleur de la fraternité nationale. Prof, dans ce cas, on comprend déjà que c'est un peu compliqué avec les élites, c'est un peu compliqué avec les politiciens. C'est comme si la population est abandonnée à elle-même. What next, comme on dit en anglais? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on peut attendre, voir dans les jours à venir? Non, dans les jours à venir, je crois que ça a commencé. Les pouvoirs publics font mouvement vers cette zone-là. Je crois qu'il faut véritablement mettre l'emphase sur... Il y a une descente interministérielle qui est prévue pour mardi. Oui. Il faut accélérer les projets de reconstruction. Il faut accélérer la sécurisation des zones. Maintenant, on a vu ce que ça a fait dans les écoles. Cela signifie qu'il doit y avoir un plan de sécurisation, au moins des écoles, parce que c'est fixe. On ne peut pas sécuriser chaque enfant en partant de chez lui, mais les centres des écoles, on peut les sécuriser. On peut même changer de plan en faisant en sorte que tous les enfants se retrouvent fréquentant dans des zones contrôlables. C'est-à-dire on les déporte et ils viennent apprendre là. Ça, c'est possible. Pas pour cette rentrée, mais c'est des choses déjà à envisager, parce que si on veut sécuriser les enfants et les écoles, alors on crée des centres d'instruction ou d'éducation, on déplace tous les enfants, ils sont à l'internat là, et là on peut assurer la sécurité. Au moins l'école va donc fonctionner, et puis on s'occupe du reste des secteurs de la vie sociale. Un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Nous retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous. Kumba, le voile du deuil recouvre la une de Mutation ce lundi. Repère saigne Kumba. Les événements du 24 octobre 2020 en lettres de sang. Écho Matin tronque sa couverture ordinaire, une de circonstances, attaque de Kumba, le prix de la radicalisation. Point de vue du journal, il est temps de se parler vraiment au sujet de tout. The Guardian Post, Massacre of School Children in Kumba, Unpardonable Cruelty, Barbarism, UN-US Ambassador, Kumba Diocese, Southwest Women for Peace, Fon Mukete Koko, Honorable Lawson Tabo, Agbombala Civil Society, condemns inhuman killing of 7 children on campus. Même état d'esprit dans Cameroun Tribune, assassinat d'élèves à Kumba, inhumain, 7 enfants froidement abattus et plusieurs autres blessés samedi par une bande armée dans une école, une délégation gouvernementale dépêchée sur place pour apporter le réconfort du président de la République et de toute la nation endeuillée. Éditorial de la page 2 à 9. Le quotidien déclare Kumba, l'école assassinée. Suivre donc l'édito capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Guémo, chef de division de la communication au ministère de la Défense. Le Pélican se fait l'écho des réactions pour le gouvernement. Le seuil inacceptable, l'UPC condamne par la voix du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, Dr Pierre Baleguel Cotte.
Cameroon Insider, several students killed in Kumba school. So cruel, so heartless. Government condemns act, dispatches mission to Kumba, page 2, 3 and 4. Essinga, massacre de Kumba, le Grand Sud dénonce l'horreur. Suite à l'assassinat par les séparatistes le samedi 24 octobre 2020 de 7 élèves, tous âgés entre 9 et 12 ans et 13 blessés, au Mother Francisca International Bilingual Academy, l'indignation des ressortissants du centre-sud-est dans les colonnes des Singa. Intégration, tuerie des collégiens à Kumba, tous coupables. 3 points de suspension. Défi actuel sort également avec les tueries de Kumba et la nation indignée. Puis Cameroun Business Forum, les 7 piliers de la relance post-Covid-19. La feuille de route adoptée comprend de nouvelles mesures sur les créations des entreprises, l'octroi du permis de construire, l'accès à l'électricité et le commerce transfrontalier. Voilà pour les unes que vous retrouverez ce lundi dans les kiosques, essentiellement endeuillés aux couleurs de Kumba. Merci Daniel pour cette revue des unes qui vont paraître ce lundi. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. Il s'appelait Victory, Jennifer, Princess, Thelma, Rema, Cindy, Rémi. Ils avaient entre 9 et 12 ans, élèves à la Mother Francisca Memorial College de Kumba dans le sud-ouest. Ils ont été brutalement arrachés à la vie ce week-end dans l'enceinte de leur établissement.